Lors de l'UFC 299, Marlon Vera aura l'occasion de réaliser l'un des plus beaux braquages de l'histoire de l'UFC. Je n'ai rien contre Chito, mais force est de constater qu'il a un peu usurpé sa chance à la ceinture de Sean O'Malley. Ce qui est certain, c'est qu'il a l'occasion de rejoindre un club un peu fermé de champions des poids coqs de l'UFC. La catégorie des moins de 61 kg a fait son apparition dans la plus grosse promotion mondiale en 2011, mais elle a bien sûr une riche histoire, les meilleurs du monde voyageant entre le Shooto, le King of the Cage, le Dream, puis le WEC, avant de presque tous converger à l'Ultimate Fighting Championship. Actuellement, la catégorie des poids coqs est peut-être ma préférée à l'UFC. Je trouve qu'il y a une densité de combattants exceptionnelle, en plus d'une très grosse diversité de profils, et surtout, la catégorie s'est bien renouvelée et il y a des talents frais qui émergent constamment, ce qui fait défaut à plusieurs divisions actuellement. Mais nous ne nous intéresserons pas au futur aujourd'hui, mais bien au passé, et je vais tenter de démêler la division des poids coqs pour vous donner mon top 15 des plus grands combattants de moins de 61 kg de l'histoire. Petit disclaimer, comme d'habitude je prends en compte le poids des combattants et pas le nom des divisions, et exceptionnellement j'ai un petit peu débordé en acceptant d'incorporer les poids coqs du Dream, même s'ils étaient pesés à 62 kg. C'est une petite dérogation qui me permet notamment d'inclure un certain combattant brésilien que j'aime beaucoup. Une fois que tout ça est compris, vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà les 15 plus grands poids coqs de l'histoire du MMA. Numéro 15, Bryan Bowles. Avec une carrière complète, il est évident que Bryan Bowles aurait pu être bien plus haut sur cette liste, mais sa trajectoire a été sans cesse ralentie par des blessures et un échec à un test antidopage en 2013. Évidemment, Bryan est surtout connu pour sa victoire contre Miguel Torres qui était, à l'époque, l'un des plus gros exploits de l'histoire du MMA. Torres était sur une série de 17 victoires consécutives et Bryan, qui n'en était qu'à sa 8e apparition dans une cage, l'a mis KO pour devenir champion du WEC. Une ceinture qu'il ne parviendra pas à défendre car il s'est cassé la main lors de son combat contre Dominick Cruz quelques mois plus tard. Il remporte ensuite ses deux premiers combats à l'UFC, dont une domination sur Takeya Mizugaki, avant de perdre un combat pour déterminer le prochain challenger à la ceinture contre Uriah Faber. Cette défaite va marquer le début de la fin pour Bryan, s'absentant plus d'une année pour soigner des blessures et ne retrouvant jamais la motivation pour revenir à son plus haut niveau. Des soucis qui ne vont pas s'arranger lorsqu'il sera contrôlé positif en 2013 pour des taux élevés de testostérone et sera limogé de l'UFC après 2 années d'inactivité supplémentaire. Surtout, il sera arrêté en possession de drogue et d'armes à feu illégales en janvier 2015, ajoutant un incident supplémentaire à une vie personnelle déjà très tumultueuse. Un incroyable combattant, avec une grosse force dans les poings et un ground and pound dévastateur qui n'a malheureusement jamais pu exploiter son plein potentiel. Numéro 14, Uriah Faber. Uriah Faber est l'un des meilleurs poids plumes de l'histoire du MMA, et même s'il y a moins combattu, il a fait un petit bout de chemin chez les poids coqs aussi. De California Kid a entamé son histoire chez les moins de 61 kg lors de son passage du WEC à l'UFC. Malheureusement pour lui, il a concouru à ce que j'oserais qualifier d'âge d'or des poids coqs autour de combattants comme Dominick Cruz et Renan Barão. Même si Faber était un athlète d'élite, il était un cran en dessous des tout meilleurs de l'époque. Ce faisant, malgré des victoires contre plusieurs challengers comme Bryan Bowles, Francisco Rivera ou encore Scott Jorgensen, il a buté 2 fois sur Dominick Cruz et 2 fois sur Renan Barão, devenant l'un des 2 seuls combattants de l'histoire de l'UFC à avoir perdu 4 combats de ceinture sans jamais en remporter une. Plus que beaucoup d'autres combattants, Faber a toujours cru en ses propres capacités et notamment dans sa lutte qu'il a toujours décrit comme infaillible chez les poids coqs, même si en réalité, ça n'a pas toujours été le cas. Même si Uriah était effectivement l'un des tout meilleurs lorsqu'il était à l'offensive, je l'ai parfois trouvé un peu friable lorsqu'il était l'agressé et son striking a toujours manqué d'un peu de sophistication à mon sens. Cela étant dit, Faber était une vraie star et j'ai rarement entendu une si grosse ambiance que lors de son combat de retour contre Ricky Simon en 2019. Il n'a pas volé sa place dans le Hall of Fame et il est véritablement l'un des plus grands combattants de l'histoire du sport. Chez les poids coqs, c'est simplement un petit peu moins le cas. Numéro 13, Rafael Assunção. Si Uriah Faber est la définition d'un roi sans couronne, Rafael Assunção, lui, est peut-être le combattant qui aurait le plus mérité une chance à la ceinture, mais qui ne l'a jamais eu. Rafael a pris sa retraite en 2023, restant sur une série de 5 défaites lors de ses 6 derniers combats, mais avant ça, il n'en avait perdu qu'un seul en 12 sorties. Malgré sa réputation d'être surtout un contreur en striking, Rafael était surtout un combattant très polyvalent qui a démontré une palette large tout au long de sa carrière. Dur à toucher, il a une très belle gestion de la distance et une belle capacité à sortir des longs échanges de striking qui ne sont pas son fort de son propre aveu. Avec ce style et une belle endurance, il a battu des futurs champions du monde comme Aljamain Sterling et TJ Dillashaw, ainsi qu'une foule de combattants de très gros calibre comme Pedro Munoz, Marlon Moraes ou encore Rob Font. En 2014, il aurait dû combattre pour la ceinture de Renan Barão, mais des pépins de santé l'en ont empêché et il a dû se mettre en retrait de la compétition pendant quelques temps. Cette fin d'année 2014 marque un véritable tournant dans sa carrière, car à son retour, il n'est plus dans les petits papiers de la promotion et doit de nouveau mériter sa place. Malheureusement pour lui, la division est alors embourbée dans la rivalité entre Cody Garbrandt et TJ Dillashaw, la volonté de ce dernier de devenir double champion du monde et celle d'Henry Cejudo de monter d'une catégorie de poids. Tout cela a créé un embouteillage qui a bloqué Rafael et lorsqu'il s'est mis à perdre, sa perspective d'obtenir une chance à la ceinture s'est perdue avec. De ce point de vue-là, il est l'un des combattants les plus malchanceux de l'UFC et l'un des poids coqs les plus sous-cotés de l'histoire du MMA. Numéro 12, Marlon Moraes.
La fin de la carrière fut brutale pour Marlon Moraes. Le Brésilien a pris sa retraite l'année dernière après une série de 7 défaites consécutives par KO. Son dernier combat a eu lieu sur la carte préliminaire d'une soirée de PFL, une sortie par la petite porte pour un combattant d'une si grande qualité. En effet, lorsqu'il a rejoint l'UFC en 2017, Marlon sortait d'un run fantastique au World Series of Fighting, au sein duquel il a remporté puis défendu 5 fois la ceinture de champion des poids coqs. Après une défaite par décision plus que litigieuse contre Rafael Assunção, il s'est embarqué dans une série de 4 victoires pour obtenir une chance à la ceinture de l'UFC contre Henry Cejudo. Il n'a pas fait le poids contre l'Olympien et cette défaite a amorcé la mauvaise fin de carrière qu'on lui connaît. Striker exceptionnel, c'est l'intensité et la variété de ses frappes qui ont fondé son style. Beaucoup trop de combattants ont fait l'erreur de s'engager dans une guerre brouillonne contre lui et beaucoup l'ont regretté. Avec son dynamisme et une vraie puissance dans les coups, Marlon était l'un des combattants les plus divertissants de la fin des années 2010. Sa fin de carrière ne reflète pas le niveau auquel il a été capable de concourir et comme Cody Garbrandt, il fonctionne peut-être un peu trop au momentum et les défaites ont eu un effet boule de neige sur sa confiance. Numéro 11, Sean O'Malley. Sean O'Malley est le meilleur poids coq du monde. Je sais que ça ne plaît pas à tous les fans, mais jusqu'à preuve du contraire, le Sugar Show règne actuellement sur la division et il n'a pas volé sa victoire contre Aljamain Sterling. Ce KO qu'il a infligé au Fight-Master lors de l'UFC 292 est l'aboutissement d'une carrière rondement menée jusque-là, que ce soit sportivement ou en termes marketing par Sean. O'Malley a le hit factor, c'est une star et son style plaisant, couplé à sa communication parfaite en sont grandement responsables. On ne va pas se mentir, l'UFC lui a ouvert la route jusqu'à ce combat de titre, mais il a fallu que Sean batte Yan et Aljamain, ce qui n'était pas une mince affaire. Évidemment, son parcours est accompagné de plusieurs controverses entre sa victoire litigieuse contre Petr Yan et sa propension à un peu trop sélectionner ses adversaires. Mais Sean est l'un des meilleurs strikers de la division, sa gestion de la distance et son jeu de jambes mettent toujours ses adversaires en difficulté et il a surtout une vraie puissance dans les mains qui lui a permis de finir presque tous ses adversaires. Contre Marlon, il aura l'occasion de défendre sa ceinture pour la première fois et d'entamer son règne de la meilleure des façons en battant le seul adversaire contre qui il a perdu jusque-là. Numéro 10, Bibiano Fernandez. Voilà l'homme pour lequel j'ai fait une petite exception au niveau du poids. Vous avez peut-être entendu parler de Bibiano ces dernières semaines car il a fait une sortie remarquée du One Championship en sous-entendant que le traitement que l'organisation réservait à ses combattants était très mauvais. On n'a pas beaucoup de détails sur cette histoire, mais ce qu'on sait de son passage au One pour sûr, c'est qu'il a roulé sur la compétition. Je sais qu'actuellement, les poids coqs du One concourent en moins de 65 kg, mais cela a changé en 2017, soit au milieu du règne de Bibiano. Il a eu le temps de défendre sa ceinture 6 fois avant que le changement ne soit opéré, et surtout, il est le deuxième vainqueur du Grand Prix du Dream chez les poids coqs. C'était en 2011, et il avait d'ailleurs remporté le Grand Prix chez les poids plumes 2 années auparavant. Vous l'aurez compris, Bibiano est un peu le roi hors de l'UFC et hors des États-Unis d'une manière plus globale. Ancien champion du monde de jiu-jitsu brésilien, The Flash a mis ses facultés à bon usage tout au long de sa carrière, couplant son grappling d'exception avec des kicks dévastateurs. Ce qui fait un peu défaut à Bibiano, évidemment, c'est le niveau d'opposition qu'il a affronté tout au long de sa carrière. Même s'il a quelques beaux noms sur son CV comme Joachim Hansen ou Kevin Bellingham, il n'a jamais battu un des tout meilleurs du monde. Et même s'il aurait sûrement pu battre certains combattants de cette liste, il n'a jamais eu l'occasion de le faire, donc c'est dur de le prendre en compte. Numéro 9, Cody Garbrandt. C'est une carrière bien étrange que celle de Cody Garbrandt. No Love est capable du meilleur comme du pire et à 32 ans, il a encore le temps de se payer un baroud d'honneur. Évidemment, lorsqu'on évoque les accomplissements de Cody, il est difficile de ne pas immédiatement penser à son combat contre Dominick Cruz lors de l'UFC 207. Mettant sur pied une performance XXL, il a fait dérailler le champion dans l'une des performances les plus historiques de la division. En le battant, il a mis fin à l'une des séries de victoires les plus importantes du MMA moderne. La meilleure façon de décrire Cody est de dire qu'il est un combattant émotionnel. Une qualité lorsqu'il est en plein momentum qui se transforme rapidement en énorme défaut lorsque le doute s'installe. De 2017 à 2021, Cody n'a remporté qu'un seul combat et on l'a vu en grande difficulté et sans solution. L'année dernière, Cody semble avoir repris confiance en lui avec 2 victoires consécutives. Selon lui, ce nouvel élan est la conséquence d'un travail psychologique effectué aux côtés d'Eric Nilsik, coach principal de l'Extreme Couture qu'il a rejoint en 2022. Cody n'a pas été champion du monde pour rien et le potentiel est toujours là à n'en pas douter. S'il parvient à battre Davidson Figueiredo lors de l'UFC 300, qui sait ce que 2024 pourrait lui réserver. Quoi qu'il en soit, il s'est déjà formé un beau palmarès avec cette victoire contre Dominick Cruz, mais également des succès par KO contre Rafael Assunção ou encore Takeya Mizugaki. Numéro 8, Kyoshi Horiguchi. La majorité d'entre vous se souvient peut-être de Kyoshi Horiguchi pour son passage chez les poids mouches de l'UFC. Même s'il a effectivement fait de belles choses chez les moins de 57 kg, c'est bien chez les poids coqs que Kyoshi a connu ses plus belles heures. Avant même de faire un détour par l'UFC, il était déjà devenu champion du Shooto en 2013. C'est lorsqu'il retourne dans sa catégorie de prédilection en 2017 qu'il va connaître le passage le plus fructueux de sa carrière. C'est cette année qu'il va remporter le Grand Prix du Rising avec 3 finishes en 3 jours, dont une victoire par soumission sur Manel Kape. Il devient champion des poids coqs du Rising l'année suivante, puis champion du Bellator en 2019. Autant
Autant dire que Kyoshi était le meilleur Pocock hors de l'UFC pendant cette période, et certaines personnes suggéraient même qu'il était tout simplement le meilleur du monde. Même si je ne pense pas que c'était le cas, Kyoshi est l'un des combattants les plus divertissants de la planète, et même s'il était initialement un karatéka avec une agressivité aiguë, il a fait évoluer son style pour inclure énormément de diversité, tout en conservant sa capacité à imposer un rythme effréné à ses adversaires. Pour un combattant qui s'est longtemps dit réfractaire à inclure du grappling dans sa palette technique, il est désormais un fin technicien au sol, et à 33 ans, il est en plein dans son prime sportif, une longévité exceptionnelle pour un homme qui a commencé sa carrière à l'âge de 19 ans. Ces dernières semaines, il a sous-entendu qu'un retour à l'UFC était possible pour la fin de sa carrière, mais ce sera probablement chez les poids mouches, vu qu'il concourt de nouveau chez les moins de 57 kg depuis 2022. Numéro 7, Petr Yan. J'espère de tout mon cœur que Petr Yan ne va pas suivre la trajectoire de Marlon Moraes et qu'il va vite retrouver la victoire. Le Russe est sur une série de 3 défaites de suite et le combattant exceptionnel qui est devenu champion du monde en 2020 semble déjà loin. Mais à seulement 30 ans, Petr a tout le temps du monde pour rebondir et retrouver son niveau de performance. Parce que si on est honnête, il faut dire que l'ascension de No Mercy était effrayante. Lors de son arrivée à l'UFC, il s'est engagé dans une série de 7 victoires brutales alternant les KO et les destructions méthodiques de ses adversaires. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais comme vous le savez, il a joué de malchance avec cette défaite par disqualification contre Sterling et les 2 défaites par décision partagée contre le Funkmaster puis contre Sean O'Malley. C'est cette contre-performance cinglante contre Merab l'année dernière qui a commencé à inquiéter les fans en revanche. Yan y a semblé n'être que l'ombre de lui-même et son combat contre Song Yadong lors de l'UFC 299 sera primordial pour la suite de sa carrière. À titre personnel, je n'ai aucun doute sur la capacité de Petr à retrouver son meilleur niveau et à prouver qu'il est l'un des meilleurs Pocock de tous les temps. En tout cas, s'il retrouve confiance en sa boxe, il pourrait de nouveau nous offrir de performances éclatantes et gonfler un peu plus son palmarès qui contient tout de même déjà des victoires contre José Aldo, Uriah Faber, John Dodson ou encore Cory Sandhagen. Numéro 6, Henry Cejudo. Je sais qu'Henry Cejudo a très peu combattu chez les Pocock, mais pour son cas, c'est la qualité qui prime sur la quantité. Henry est devenu double champion du monde le jour où il a battu Marlon Moraes, et en le faisant, il a immédiatement acquis un statut spécial. Sa défense de titre contre Dominick Cruz l'a solidifié comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps, toutes catégories de poids confondues. Et en 2023, il a failli faire le retour parfait contre Aljamain Sterling. Et évidemment, la lutte d'Henry a toujours été son argument principal dans l'octogone, mais il serait aisé d'oublier son passif de boxeur amateur qui a fait de lui un artiste martial complet avant même d'avoir pleinement entamé sa transition en MMA. Et évidemment, il est rapidement devenu l'un des tout meilleurs du monde, imposant un rythme soutenu et alternant sans relâche phase de lutte et de striking. C'est difficile de le placer plus haut dans la liste car il n'a tout simplement pas assez combattu chez les Pocock, mais Henry Cejudo est spectaculaire et j'attends son combat contre Merab avec impatience car cela devrait être une superbe opposition. Numéro 5, Miguel Torres. Miguel Torres est le premier grand Pocock de l'histoire. Figure emblématique du WEC, il a enchaîné 17 victoires consécutives entre 2004 et 2009, remportant la ceinture du WEC en battant Chase Bibb et défendant ce titre à 3 reprises, le record de la catégorie au World Extreme Cage Fighting. Évidemment, Miguel a régné sur une époque où le MMA manquait un peu de structure et il a passé la première moitié de sa carrière à écumer les différentes ligues régionales, dominant notamment la scène de l'Indiana, son état de naissance. Même s'il n'était pas exactement vieux lorsque l'UFC a récupéré le ressort du WEC, il avait déjà plus de 40 combats professionnels à son actif et il était clair que son corps commençait à avoir du mal à suivre. Cela a résulté en un passage moyen à l'UFC et d'une manière générale, rien de ce qu'il a fait après le WEC ne mérite vraiment d'attention. Ce qui rendait Miguel si dangereux, c'est que même s'il était principalement là pour soumettre, il était tout à fait capable de rester sur les pieds avec n'importe qui et qui n'était jamais contre une guerre brutale. Il était vraiment l'un des tout premiers combattants complets de sa catégorie et sa résistance en a frappé plus d'un. Miguel a pris des vrais dégâts contre des combattants très brutaux comme Yoshiro Maeda, mais il a presque toujours réussi à trouver une porte de sortie. Il a été le meilleur Pocock du monde pendant de longues années et avec Uriah Faber, il a probablement été le combattant le plus représentatif du WEC. Numéro 4, Aljamain Sterling. On ne reverra plus jamais Aljamain Sterling chez les Pocock, donc on peut évaluer sa carrière chez les moins de 61 kg dans son intégralité. Avec Aljamain, on passe un vrai palier au niveau des accomplissements et les 4 premiers de cette liste sont un cran au-dessus des autres. Je ne pense pas prendre trop de risques en disant que les fans n'ont pas vraiment un regard tendre sur le règne d'Aljamain, et pourtant, avec 3 défenses de titre, il détient le record du nombre de défenses consécutives chez les Pocock. Certes, de sa prise de pouvoir jusqu'à sa défaite, il y a pas mal de circonstances qui ont altéré la perception de son règne, mais ne vous y trompez pas, que vous l'aimiez ou non, Sterling est un combattant d'élite. Sean O'Malley a mis fin à une belle série de 9 victoires, au cours de laquelle Aljo a battu quelques très gros noms comme Petr Yan, TJ Dillashaw, Cory Sandhagen, Henry Cejudo ou encore Pedro Munoz. Pour décrire au mieux le style d'Aljamain, je dirais qu'il est le produit fini de l'école Serra Longo, qui sont tous deux très doués pour transformer des lutteurs en strikers très efficients. Son jab est particulièrement efficace et lui sert parfaitement à mettre en place sa lutte.
Évidemment, Sterling a toujours été bien aidé par le fait qu'il est massif pour la division et qu'il a un avantage de force sur probablement tous les poids coqs. Son style n'a pas toujours été le plus divertissant, mais comme vous me l'entendrez souvent dire, on ne peut pas juger négativement un style de combat qui permet à un athlète de devenir champion du monde. Aljamain a sa patte et il en a usé pour accumuler l'un des plus gros CV de l'histoire du MMA moderne et de l'histoire des poids coqs tout court. Numéro 3, Renan Barão. De 2015 à 2014, Renan Barão n'a pas connu la défaite. Le Brésilien a enchaîné 34 combats sans revers et en l'absence de Dominick Cruz, il a régné sur la division des poids coqs sans partage. Le fait qu'il n'ait pas affronté Dominick Cruz est peut-être le plus gros manque de l'histoire des moins de 61 kg et ce combat aurait servi à déterminer qui était véritablement le numéro 1 de la catégorie au début des années 2010. Mais Barão a dû se contenter d'une ceinture intérimaire en l'absence du Dominator. Une ceinture qu'il a d'ailleurs défendue à 2 reprises, ce qui est un fait unique dans l'histoire de l'UFC pour de l'or intérimaire. Au cours de sa carrière, Renan a battu des combattants d'élite comme Scott Jorgensen, Uriah Faber, Eddie Wineland ou encore Michael McDonald. Évidemment, lorsqu'il s'est mis à perdre, Barão n'a pas fait semblant et la fin de sa carrière est un peu désastreuse. C'est TJ Dillashaw qui a mis fin à sa série de victoires lors de l'UFC 173 pour lui ravir ce titre qui était devenu incontesté entre temps. Comme vous vous en doutez, on a atteint un stade de la vidéo où tous les combattants sont plus ou moins complets et Renan était dangereux dans tous les aspects du combat. Même s'il n'était pas un membre du Shooto Box, son style de combat ressemble fortement à ce produit par la fameuse école brésilienne. Très agressif, prenant énormément de risques tout en disposant d'un sol à toute épreuve. Renan va à la guerre et provoque l'erreur sur les pieds tout en ayant confiance en sa propre capacité à encaisser plus que son adversaire. Le problème de ce genre de style, c'est que le jour où ça coince pour de bon. Et TJ Dillashaw semble avoir fait complètement dérailler Renan. Il combat toujours à ce jour sur la scène régionale, mais quelle que soit la teneur de la fin de sa carrière, il restera à vie l'un des plus grands poids coqs de tous les temps. Numéro 2, TJ Dillashaw. La place de TJ Dillashaw sera peut-être un sujet de controverse car je sais que son passif de dopage est rédhibitoire pour beaucoup. Cela étant dit, dopage ou pas dopage, TJ est un combattant exceptionnel avec un palmarès dense et un style incroyable. Comme on vient de le voir, il a mis fin à la série de victoires de Renan Barão et s'est même payé le luxe de battre le Brésilien une deuxième fois pour la bonne mesure. Après avoir perdu son titre dans un combat extrêmement serré contre Dominick Cruz, il l'a regagné un an plus tard contre son ancien coéquipier devenu rival Cody Garbrandt. Au total, c'est 2 règnes et 3 défenses de titre pour TJ qui a effectivement été pris pour dopage lorsqu'il a dû perdre du poids pour descendre chez les poids mouches et affronter Henry Cejudo. Un incident qui a heurté son héritage dans des proportions que presque aucun autre dopé n'a connues. Je ne dis pas qu'il ne le méritait pas, mais disons qu'il a un peu pris pour tout le monde sur ce coup-là. Cette condamnation pour dopage s'ajoute à une réputation de coéquipier violent et de traître qui n'a pas franchement fait de Dillashaw un favori de la foule. Mais pour ce qui est de l'octogone, TJ maintient un rythme effréné, il a un volume vastement supérieur au reste des poids coqs et n'a pas peur de prendre des risques. En somme, TJ accepte de recevoir des dégâts pour en donner, en sachant pertinemment que peu de combattants peuvent suivre son volume et sa précision. Il a une faculté à créer des angles qui est assez phénoménale et sa capacité à changer de garde pour échapper au contre m'a toujours impressionné, un trait technique qu'il partage avec le premier de cette liste d'ailleurs. Ce n'est bien sûr pas une méthode infaillible, mais il est difficile d'argumenter contre les résultats que Dillashaw a pu obtenir et même si son passif de dopage va sûrement faire grincer les dents de certains, il est indéniablement l'un des tout meilleurs poids coqs de l'histoire. Numéro 1, Dominick Cruz. Évidemment, vous vous en doutiez, Dominick Cruz est le numéro 1 de cette liste. Le Dominator est mon combattant préféré et je reconnais volontiers mon biais en sa faveur, mais malgré cela, je pense que son statut est indéniable. Ancien champion du WEC et double champion de l'UFC, Dominick Cruz a le palmarès le plus fourni de tous alors qu'il a passé la moitié de sa carrière blessé. Dominick a battu presque tout le monde, de Bryan Bowles à TJ Dillashaw, en passant par Uriah Faber, Demetrius Johnson, Joseph Benavidez ou encore Takeya Mizugaki. Ce qui fait la réputation de Dominick, c'est son agilité et ses mouvements latéraux qui font de lui l'un des strikers les plus précis et les plus évasifs de l'histoire du MMA. Dominick est unique, sa façon de combattre ne ressemble à celle de personne d'autre et c'est très personnel, mais j'adore sa façon de se comporter et son trash talk. S'il n'avait pas été miné par des blessures à répétition, qui sait ce qu'il aurait pu accomplir. En tout cas, il a eu le temps de se construire un palmarès exceptionnel et à son meilleur, il semblait tout bonnement imbattable. Il n'est pas certain qu'il combatte de nouveau, mais en tout cas, c'est un futur Hall of Famer sans aucun doute, mais je dois dire que comme beaucoup, je ne suis pas un grand fan de ses analyses lorsqu'il commente des combats. Cela étant, à mes yeux, Dominick Cruz est le meilleur poids coq de tous les temps et ce n'est pas prêt de changer. Voilà la vidéo, merci d'avoir suivi jusque là, donnez-moi votre avis en commentaire les mecs comme d'habitude dans le respect, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, je remets le lien de la Ligue Verdict, vous connaissez maintenant, le lien est en description, et voilà, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, une bonne journée, je sais pas quand vous regardez ça, et en tout cas prenez soin de vous, salut l'équipe.